Le 25 mars a été, comme à l'accoutumée, commémoré comme le jour où la Grande-Bretagne a officiellement aboli la traite des esclaves en 1807. Mais combien se souviennent que les esclavagistes arabes étaient les premiers et derniers dans les temps modernes à expédier des millions d'Africains hors du continent en tant qu'esclaves? L'histoire du racisme anti-noir dans les pays arabes est antérieure à celle du racisme européen, ayant plusieurs siècles d'avance. L'Empire islamique primitif présentait toutes les caractéristiques du racisme anti-noir, et les Noirs ont souffert de la forme la plus basse de servitude. Les Européens ont pris des photos d'Africains noirs enchaînés dans les navires arabes de traite des esclaves sur la côte est de l'Afrique dans les années 1880. L'esclavage a persisté ouvertement en Arabie Saoudite et dans d'autres pays musulmans dans la seconde moitié du XXe siècle, 100 ans après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Jusque dans les années 1960, les Africains musulmans vendaient encore des esclaves lorsqu'ils arrivaient en pèlerinage pour financer leur voyage. Les pays arabes sont loin derrière le reste du monde dans l'abolition de l'esclavage. L'Arabie Saoudite et le Yémen l'ont aboli en 1962, les Émirats arabes unis en 1963, Oman en 1970. Cependant, contrairement au reste des nations arabes, la tradition héréditaire de l'Union européenne n'est pas respectée. L'esclavage racial persiste en Mauritanie, en dépit de multiples tentatives officielles pour l'abolir. En 1981, par décret présidentiel, la Mauritanie est devenue le dernier pays au monde à abolir l'esclavage, mais aucune loi pénale n'a été adoptée pour faire appliquer la loi. Sous la pression internationale en 2007, le gouvernement mauritanien a adopté une loi autorisant les esclavagistes à se livrer à la traite des esclaves sans craindre d'être persécutés. Toutefois, cette loi a rarement été appliquée, et plus de militants des droits de l'homme contre l'esclavage ont été arrêtés que la poignée de Mauritaniens qui ont été poursuivis en justice. En outre, les esclavagistes se voient offrir une compensation pour la libération de l'esclave, tandis que les victimes de la brutalité n'ont rien reçu. En 2015, le gouvernement mauritanien a créé 3 tribunaux spéciaux pour poursuivre les auteurs d'actes d'esclavage, mais jusqu'à présent, ils n'ont jugé que très peu de cas. Mais ce n'est pas tout. Il faut se rappeler que l'histoire humaine a été témoin de l'ambition curieuse des esclavagistes arabes, poussés par leur curieuse ambition de développement économique. Le pouvoir et le contrôle sur les hommes ont trouvé leur place en Afrique, avec des captifs soumis à des souffrances inimaginables et à une exploitation inhumaine, y compris la castration. Il est essentiel de noter que bien que la comparaison puisse sembler inappropriée entre 2 formes de commerce d'êtres humains, l'inhumanité de ces pratiques est indiscutable. Les horreurs infligées aux Noirs réduits en esclavage par les Arabes, y compris la castration, sont un sombre chapitre de l'histoire qui doit être rappelé. Ce segment vidéo est destiné à révéler l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, marqué par sa profonde brutalité et son inhumanité. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo en signe de reconnaissance pour nos efforts, de la partager avec votre famille et vos amis pour continuer à diffuser cette histoire révélatrice et de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Votre soutien est très important pour nous. La castration des captifs masculins pendant la période de l'esclavage arabe serait une expérience dévastatrice à jamais pour les personnes qui ont été soumises à cette pratique dépravée et inhumaine, ainsi que leurs familles. Dans son livre, Slave and Slavery, publié en 1998, l'écrivain britannique Duncan Clark définit l'esclavage comme la réduction d'êtres humains à l'état de biens meubles, ce qui leur permet d'être achetés et vendus comme des marchandises. C'est essentiellement ce que les Arabes et les Européens ont fait en Afrique, pour justifier l'envoi de bateaux à l'étranger pour capturer des millions d'Africains comme esclaves dans des pays lointains, notamment au Moyen-Orient et en Amérique. La traite des esclaves africains, sans doute l'une des plus tragiques de l'histoire de l'humanité, n'a pas été oubliée. Clark découvre dans son livre que l'esclavage a ses origines dans l'intervention de forces issues des civilisations qui se sont développées dans les régions de la mer Méditerranée, de l'Europe de l'Est à l'Afrique subsaharienne. L'Afrique est devenue une source d'esclaves pour les cultures du monde méditerranéen bien des siècles avant la découverte des Amériques, mais c'est ce changement d'orientation vers l'Atlantique qui a provoqué l'explosion de la croissance de l'esclavage avec un effet aussi tragique. L'esclavage était, en fait, un élément central de la vie dans le monde méditerranéen, y compris l'Europe de l'Est, l'Égypte, la Grèce, Rome impériale et les sociétés islamiques du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. La plus importante source d'esclaves dans l'Europe médiévale était la Bosnie, sur les rives orientales de la mer Adriatique.
Le mot « esclave » et ses équivalents dans la plupart des langues modernes sont dérivés de l'expression « sklevo » signifiant slave, le nom ethnique des habitants de cette région. La Bosnie s'est avérée être le plus pratique et le plus durable de ces régions pourvoyeuses d'esclaves en raison de la rudesse du terrain et des guerres endémiques entre clans locaux. Les Slaves étaient expédiés comme esclaves par les marchands vénitiens pour approvisionner de nouveaux marchés dans le monde islamique, et cette pratique a perduré pendant des siècles. Contrôlant totalement une grande partie de l'Afrique, les Arabes ont commencé à capturer des jeunes garçons et des jeunes filles et les ont emmenés en Égypte, où ils ont été vendus comme esclaves en Afrique, dans l'océan Indien, en Indonésie, en Chine, en Asie du Sud-Ouest et en Inde. Au Xe siècle, la demande d'esclaves d'Afrique a fortement augmenté, avec environ 5000 esclaves expédiés hors d'Afrique par an. L'historien Paul Lovejoy estime que quelques 9,85 millions d'Africains ont été expédiés en Arabie comme esclaves, et un petit nombre au sous-continent indien. Lovejoy décompose ces chiffres comme suit. Entre 650 et 1600 après Jésus-Christ, en moyenne, 5000 Africains ont été expédiés par an par les Arabes, ce qui fait un total approximatif de 7,25 millions. Puis, entre 1600 et 1800, un autre 1,4 million d'Africains ont été expédiés par l'Union européenne et les Arabes. Le XIXe siècle a représenté le point culminant de la traite arabe des esclaves, avec 12,000 Africains expédiés par an. Le chiffre total pour le seul XIXe siècle est de 1,2 million d'esclaves en Arabie. D'autres historiens estiment au total qu'entre 650 et 1900, 10 à 20 millions de personnes ont été réduites en esclavage par les Arabes et les marchands d'esclaves. Certains pensent que plus de 20 millions d'Africains ont été réduits en esclavage et livrés par la route transsaharienne au monde islamique. Dr. John Alambla Azuma estime dans son rapport de 2001 intitulé « L'héritage de l'islam arabe en Afrique » que plus de 80 millions de Noirs sont morts en plus de cette route. La traite arabe des esclaves a été si intense, sanglante et impitoyable, c'est le moins que l'on puisse dire. La cruauté des Arabes envers les captifs africains a été au-delà de ce que l'on peut décrire. Comme dans le cas de la traite transatlantique des esclaves, les esclaves capturés étaient battus pour être affaiblis et enchaînés les uns aux autres. Cependant, les victimes capturées dans les pays d'esclavage subsahariens étaient plus nombreuses que celles capturées dans les pays d'origine. Le commerce a dû endurer plusieurs semaines de marche à travers le désert, transportant des charges pour leurs nouveaux maîtres, de l'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est jusqu'à leur destination finale, où ils étaient vendus sur les marchés aux esclaves du Caire, Bagdad, Istanbul, la Mecque et d'autres centres. Ces esclaves ont joué différents rôles dans l'économie du monde musulman. Ils étaient utilisés comme domestiques, gardiens de harem, travailleurs dans les champs, les mines et les chantiers hydrauliques, et comme chair à canon dans les armées. Dans plusieurs de ses ouvrages détaillés sur la traite des esclaves, l'explorateur britannique Henry Hamilton Johnston explique comment plusieurs esclaves sont morts dans le désert, tandis que d'autres qui sont tombés malades ou ont été gravement contusionnés et n'ont pas pu se relever, ont été brutalement tués par leur maître. David Livingstone, le missionnaire britannique, voyageur et explorateur, était tellement bouleversé par la façon dont les Arabes traitaient leurs esclaves africains qu'il a écrit à ce sujet en 1870. Il a décrit la scène terrible qu'il a rencontrée, décrivant des hommes, des femmes et des enfants, tous enchaînés, émaciés, et soumis à une brutalité impitoyable. Cette cruauté, cet abus et cette déshumanisation des Africains étaient insoutenables. Les historiens s'accordent à dire qu'il est erroné de mettre sur le même plan les calamités africaines avec les cultures, les migrations ou la stagnation économique, car la traite des esclaves a causé un vaste ensemble de catastrophes tragiquement interconnectées dans la vie de tous les Africains depuis des siècles. Ces traumatismes profonds se sont imprégnés dans la mémoire collective du continent, en particulier chez les femmes, et il faudra du temps et de la bienveillance pour les effacer de la psyché de l'Afrique. La façon dont les Arabes ont traité les Africains noirs peut être qualifiée de génocide africain. Les Arabes ont tué plus d'Africains en transit, en particulier lors de la traversée du désert du Sahara, que les Européens et les Américains réunis, et ce sur plusieurs siècles, avant et après les années de l'esclavage atlantique. Le commerce des esclaves a été dévastateur. Les musulmans arabes ont commencé à extraire des millions d'Africains en tant qu'esclaves des siècles avant les nations chrétiennes. Les marchands d'esclaves arabes ont retiré des esclaves d'Afrique pendant environ 13 siècles, en comparaison aux 3 siècles de traite atlantique.
Les esclaves africains transportés par les Arabes à travers le désert du Sahara mouraient plus fréquemment que les esclaves qui empruntaient la voie intermédiaire vers le Nouveau Monde par bateau. Les esclaves périssaient invariablement dans les 5 ans s'ils travaillaient dans les mines de sel du Sahara de l'Empire ottoman. Les Africains noirs n'étaient pas immunisés contre de nombreuses maladies présentes dans le monde arabe, ce qui entraînait également des taux de mortalité élevés. La traite arabe des esclaves couvrait une vaste région, s'étendant de la vallée du Niger au golfe de Guinée, en suivant les routes transsahariennes. La traversée pouvait durer jusqu'à 3 mois, avec un taux de mortalité élevé en raison des conditions désastreuses du voyage. Gustav Nachtigal, un explorateur allemand, a témoigné de la terrible souffrance endurée par les Africains dans ce périple. Il a décrit comment les pauvres enfants noirs semblaient rencontrer la mort à la dernière étape d'un voyage long et désespéré, marqué par la faim, la soif, l'épuisement et la brutalité. Selon certains historiens, plus de 17 millions de personnes ont été touchées par la traite arabe des esclaves. Rien qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, plus de 9 millions d'habitants ont été victimes de la traite des êtres humains. De plus, 2 millions de captifs africains sont morts en mer lors de leur déportation. Ce phénomène ignoble a été légitimé par l'islam, tout comme le christianisme a plus tard approuvé la traite transatlantique des esclaves. Des érudits musulmans comme Ibn Khaldoun ont avancé des idées discriminatoires envers les Noirs, justifiant ainsi leur asservissement. D'autres théologiens arabes ont également formulé des recommandations religieuses pour légitimer l'achat et la vente d'esclaves. La traite arabe des esclaves a été caractérisée par une violence effroyable, des viols et, de manière encore plus atroce, la castration d'esclaves noirs de sexe masculin. Les femmes et les jeunes filles africaines étaient ciblées, capturés et déportés par des esclavagistes arabes pour servir d'esclaves sexuels. Les captifs mâles étaient en revanche impitoyablement castrés pour éviter qu'ils ne se reproduisent et ne deviennent un stock. La castration des esclaves mâles est devenue une habitude chez les esclaves en raison d'une plus forte demande, plus fort, notée pour travailler plus vite et plus efficacement et ne constituait pas une menace pour les maîtres d'esclaves et les propriétaires qui craignaient que leurs femmes, concubines, et les femmes esclaves avaient des liaisons avec eux. Les souffrances infligées aux victimes de la castration ont été profondes, englobant les aspects physiques et psychologiques traumatismes. La castration a été pratiquée sur des garçons âgés de 9 à 15 ans et 12, car on pensait qu'ils avaient survécu plus qu'un adulte ou un adolescent. Bien qu'un très grand nombre d'entre eux n'aient pas survécu au processus, en tant que, ils sont souvent décédés pendant ou après cette opération éprouvante. Les Blancs sont plus nombreux à mourir, les esclavagistes se concentrent donc davantage sur les Noirs. C'est le chapitre le plus sombre de l'histoire qui met en exergue l'histoire de l'Europe, le degré de déshumanisation et d'exploitation des êtres humains pour le gain. Voici un aperçu plus détaillé de cette pratique. Les facteurs économiques. L'une des principales raisons de la castration des captifs mâles était économique. Les pays exportateurs avaient de bonnes raisons économiques de castrer les esclaves mâles avant qu'ils ne soient expédiés. Dans l'industrie médiévale de l'esclavage qui a été conçue pour avoir exporté des prisonniers de guerre slaves vers le monde arabe, la castration des esclaves faisait partie intégrante du processus. La castration est alors effectuée dans la célèbre castration à Venise. Les eunuques, ou esclaves mâles castrés, étaient très recherchés en raison de la confiance qu'ils inspirent et de l'intérêt qu'ils suscitent la fiabilité. Les eunuques étaient considérés comme des marchandises précieuses dans les pays arabes des sociétés, ce qui leur permet d'atteindre des prix beaucoup plus élevés sur les marchés aux esclaves par rapport aux esclaves non castrés. Leur manque de capacité de reproduction signifiait qu'ils pourraient occuper des postes de confiance et d'autorité sans menaçant la richesse héréditaire des propriétaires et les puissances. Les eunuques étaient souvent employés à des postes sensibles tels que comme gardiens de harem, postes administratifs, et comme domestiques dans les foyers de l'élite. Ils ont occupé des postes influents au sein de l'empire abbasside de l'administration du califat, certains ayant même s'élevant au rang de vizir. Les incitations économiques des marchands d'esclaves d'exporter des eunuques noirs vers les nations arabes a été encourager la pratique de la castration. Dans certains cas, comme la rébellion des Anges dans le Irak, 9e siècle, esclaves castrés ont été recherchés pour travailler dans des environnements dangereux et exigeants comme des mines de sel. Cette pratique a perduré pendant des siècles dans les pays arabes, la traite des esclaves. En 1903, il y avait encore 194 des eunuques africains au service de la famille régnante ottomane.
Contrôle et domination. La castration était utilisée par les esclavagistes arabes comme moyen de contrôle et de domination sur leurs captifs masculins. En supprimant leur capacité à procréer, les esclavagistes avaient pour objectif d'éliminer toute menace potentielle de la rébellion ou l'établissement de lignées rivales. En outre, la castration avait pour but de garantir que ces esclaves resteraient exclusivement dévoués à les exigences du maître sans les distractions et les attachements familiaux ou personnels. Troisièmement, la dislocation sociale. Les hommes asservis qui ont été castrés ont été enlevés de force de leur communauté et de leur famille. Cette dislocation sociale a eu des conséquences considérables en perturbant le tissu social des sociétés africaines et a entraîné un déséquilibre des ratios hommes-femmes. Dans les régions où la castration était répandue, telles que Afrique de l'Est et Soudan, villages entiers ont été affectés par la capture de jeunes hommes et leur soumission à cette pratique brutale. De nombreux eunuques qui servaient dans le harem du palais de Topkapi à Istanbul sont restés en servitude pendant les jeunes sont des personnes qui vivent dans des conditions difficiles, isolées de leurs racines africaines. Leur rôle de serviteurs loyaux ou de gardiens sont parfois ils ont été isolés de leur propre environnement culturel et des communautés pour la vie. De jeunes garçons ont été capturés et castrés pour que, lorsqu'ils sont en âge de travailler, ils soient en mesure de s'exprimer une fois adultes, ils pouvaient servir d'eunuques dans les harems. Ce navire négrier a été photographié en 1896. Ce grand groupe de jeunes garçons était peut-être destiné à de castration pour servir d'eunuques. Les esclaves photographiés se rendaient dans un pays musulman bien après la guerre civile américaine. En fait, l'esclavage aux États-Unis a été un peu plus de 2 ans. Plus humain que l'esclavage dans le monde arabe. Pour les Africains, cette période a été sanglante, au-delà de toute expression. Dans certains cas, les sociétés africaines s'engageaient dans la castration comme mesure préventive pour protéger les jeunes d'être capturés et castrés par les Arabes marchands d'esclaves. Cela reflète la peur profonde et le traumatisme associé à cette pratique. 4. Les traumatismes psychologiques et physiques. La castration était en soi une expérience traumatisante, à la fois pour les hommes et pour les femmes, physiquement et psychologiquement, pour les personnes soumises à il. L'intervention chirurgicale elle-même était souvent réalisée sans anesthésie dans des conditions rudimentaires et insalubres, ce qui entraîne à des douleurs atroces et à un risque élevé d'infection. De nombreux garçons africains n'ont pas survécu à leur castration chirurgie. 6 personnes mutilées sur 10 sont mortes de leurs blessures dans des centres de castration. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de communautés des Noirs vivant dans le monde musulman non africain aujourd'hui, malgré les millions d'Africains noirs esclaves vendus dans le monde musulman. La castration a entraîné des déséquilibres hormonaux sur le plan de la santé publique, affectant le développement physique et la santé des victimes. Sans testostérone, les eunuques souffrent souvent de divers problèmes de santé, tels que la diminution des muscles, la fatigue, l'obésité, l'ostéoporose et l'hypertension, en plus de l'absence de caractère sexuel secondaire. 5. Croyances culturelles et religieuses. Certaines sociétés pensaient que les individus castrés étaient spirituellement purs et plus adaptés à certaines religions des fonctions. Par exemple, dans certaines sociétés islamiques, les eunuques étaient considérés comme plus appropriés pour la garde des lieux saints. Le gardiennage de la Sainte Kaaba à la Mecque comprenait l'utilisation d'eunuques africains. Certains hommes étaient castrés pour devenir des eunuques au service des domestiques, et la pratique de la stérilisation des esclaves mâles n'était pas limitée aux seuls hommes noirs. Le califat de Bagdad au début du Xe siècle avait 7000 eunuques noirs et 4000 eunuques blancs dans son palais, écrit l'auteur Ronald Siegel dans son livre de 2002, Islam as Black Esclave, l'autre diaspora noire. Dans le monde arabe, la demande d'esclaves castrés était si élevée que même avec le taux de mortalité effroyable de la procédure, elle était encore rentable, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de grande communauté de la diaspora africaine dans les pays arabes. Les hommes castrés n'engendrent pas d'enfants. La traite arabe des esclaves a eu un impact tragique sur l'humanité et l'évolution des sociétés africaines. Certaines régions ont été complètement dévastées et dépeuplées. L'explorateur gallois Henry Morton Stanley en 1841 à 1904 a été un témoin horrifié de ce trafic. Il écrit qu'après les déprédations des trafiquants arabes, le sang noir coule vers le nord, l'Équateur sans les cadavres. Comme le dit un commentateur, serait-ce vrai que les effets corrosifs de 4 siècles de commerce dans l'homme, avec ses tentations, son opportunisme intrinsèque, la réduction de l'humain à une valeur monétaire,
ces cycles de la vengeance et de son inévitable brutalité physique ont créé des failles durables dans le modèle africain de la pensée et de l'action. Les Nations Unies ont fait du 23 mars la Journée internationale de l'éducation, journée de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique commerce des esclaves, et l'UNESCO a fait du mois d'août le mois de l'esclavage le plus important de l'histoire de l'humanité. 23 La Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. À quand une journée internationale de commémoration de l'Holocauste, victime de la traite négrière arabo-musulmane? Quand un programme de recherche international permettra-t-il de répondre à cette question? Quand un projet sera-t-il mis en œuvre pour identifier, restaurer et faire connaître les sites et des monuments liés à ce commerce arabe, comme les projets existants concernant le commerce transatlantique? Quand le matériel pédagogique sera-t-il produit et quand le matériel culturel sera-t-il mis à disposition et des programmes artistiques de sensibilisation de cette activité criminelle? Quand un musée sur la traite négrière arabo-musulmane a été établi? Cela nous amène à la fin de ce segment vidéo. Et avez-vous appris une ou deux choses? Si oui, alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis, vos collègues et vos amis, famille et amis, et abonnez-vous pour que la chaîne continue de s'enrichir. Merci de votre attention.